pour vous, quelle est la différence entre la pensée et le rêve? Bon, très bien. J'ai défini la pensée tout à l'heure. Le rêve, bon, il y a deux dimensions. Hein. J'ai par exemple un message à intitulé Garde ton rêve. Il y a les rêves nocturnes, c'est-à-dire je dors et puis je rêve d'un événement. Mais il y a des rêves qu'on fait éveiller, c'est-à-dire je suis là et j'ai tellement entretenu ma pensée dans un domaine précis que je commence, ça devient un rêve pour moi. Je pense tellement à la richesse que je rêve maintenant, on peut dire je suis en train de rêver de devenir riche. Pour faire ça simple. En fait, ma question c'est sur l'alliance avec Dieu. Voilà, c'est-à-dire c'est pas par rapport à ce séminaire-là. Mais je pense que vous avez touché ça un peu. Ouais. Voilà, parce que je suivi un de vos séminaires, vous avez dit que pour que quelqu'un puisse aller à un niveau de richesse, il faut forcément bâtir une alliance avec Dieu. Et puis il faut avoir certains principes. Mais ce que tu dis est fondamental. Avoir une alliance avec Dieu, c'est fondamental. Ok? Quelqu'un d'autre? Oui? Merci, révérend. Je voudrais savoir comment discerner que nous sommes sur le bon chemin en matière d'affaires. Comment discerner que sont le bon chemin? Je répondrai simplement en disant qu'il est... il y a beaucoup de paramètres. Hein. Si tu as quelqu'un... Il faut explorer le domaine. Moi, j'ai développé ce que j'appelle l'intuition intérieure. Mais tout le monde n'a pas l'aptitude d'avoir cette intuition intérieure. Je peux voir une affaire tout de suite, je sais qu'elle est bonne ou mauvaise. Mais c'est vraiment le fait d'être constamment en train de développer la fonctionnalité de mon esprit. Donc, je peux connaître les choses intuitivement. Tout le monde ne l'a pas. Mais souvent, il y a des signaux qui viennent. C'est vraiment délicat. Je ne peux pas expliquer ça en une minute. Mais moi, c'est l'intuition intérieure. Mais si tu n'arrives pas, prends un conseil de quelqu'un qui est peut-être dans le domaine. Pose-lui des questions. Et à partir de là, on peut te dire, attention, tu es en train de mal, il faut le bien faire. Les conseils même peuvent t'aider. Dans ce sens-là, oui. Vous voyez? Oui, ma soeur? Moi, excusez-moi, monsieur, mais moi, j'avais, comment on appelle, j'avais une idée, oui. Mais vraiment, vous avez touché... Vas-y, ça marche. Oui. Vous avez touché ce que je voulais faire et que je n'arrive pas. Mais j'avais une peur en moi. Je voulais faire d'autres affaires, mais j'avais la peur. La peur, c'est quoi? C'est que j'ai peur de commencer et d'être arrêté par les sorciers, comme vous le dites. Maintenant que vous avez causé avec nous, est-ce que je peux avoir votre coaching pour commencer mes affaires? Généralement, quand je termine ce genre de réunion, ce que je fais, je demande aux gens que je prie pour eux. Parce que je sais que pour moi, personnellement, la prière est une arme extraordinaire. Je marche avec Dieu. Je vois Dieu faire des choses incroyables. J'ai vu en Côte d'Ivoire 3 personnes qui sont venues me voir pour me demander de l'argent en prêt et qui sont devenus milliardaires. Un autre même milliardaire à plus de, c'est-à-dire, je parle de dizaines de milliards. En moins de, c'est-à-dire sur une période de 5 ans. L'autre en 3 ans. Rapidement, par la force de la prière. Donc je crois en cette arme extraordinaire qu'est la prière. La prière peut stopper les actions destructives de l'ennemi. Le diable existe, les sorciers existent, mais il y a un remède contre eux. C'est-à-dire quand vous êtes installé dans la lumière, les ténèbres ne peuvent pas avoir d'influence sur votre vie. Et donc c'est ce à quoi servent aussi les hommes de Dieu pour aider les personnes justement qui sont sur les cas d'envoûtement satanique, des mauvais sorts, à être totalement délivrés. D'accord? Comment dire ça? Je reçois des gens souvent, mais je fais vraiment la part de choses. Je ne suis pas venu ici comme pasteur. Vous avez posé la question, vous ne voulez pas le pasteur. Vous voulez le coach. Donc en tant que coach, ce que je veux dire, c'est possible. Hein? On peut t'aider, ma soeur. Il n'y a vraiment pas de problème. Prends contact avec les organisateurs. Ils vont te dire comment faire pour me rencontrer. Et puis, je vais parler avec toi. Et puis, si c'est nécessaire qu'on prie avec toi, on va prier avec toi. Et puis, on va t'encourager. Mais je vais vous dire une chose. N'ayez pas peur. N'ayez surtout pas peur. Parce que si vos ennemis pouvaient, ils vous auraient déjà tué. Le seul fait que vous soyez en vie démontre qu'il y a une assistance surnaturelle sur votre destinée qui vous préserve. Donc, n'ayez pas peur du tout. D'accord? Et même, si vous commencez une affaire et qu'elle échoue dans un domaine, ne vous arrêtez pas en disant parce que ça a échoué, je ne vais plus recommencer. Non. Non. Même Dieu lui-même qui a créé l'homme n'a pas réussi du coup. Il a échoué au départ. Les pasteurs n'aiment pas que je dise ça, mais c'est vrai. Quand Adam a échoué dans le jardin d'Éden, c'est Dieu qui l'avait créé.
Est-ce que Dieu s'est pendu? Est-ce que Dieu s'est tué? Non. Mais il a dit, ok, si Adam n'a pas marché, je vais revoir ce qui n'a pas marché et je vais ramener le dernier Adam pour restaurer ce qui n'a pas marché. Donc souvent, on a des échecs parce qu'il y a des choses qui n'ont pas été bien ficelées. Et puis maintenant, on reprend la même affaire, on analyse et puis on va avoir un succès dans le même domaine. Il ne faut pas avoir peur du tout. Pas du tout. Il faut agir avec la confiance. Parce que vous gagnez en expérience quand vous avez une affaire qui n'a pas marché. Moi-même qui vous parle. Je vous ai dit quand j'ai perdu 83 millions. Dans les 85 millions, même dans les affaires de maison de placement. Je vous pose une question. Vous pensez que je vous le dis pour rien? Parce que je sais que certains d'entre vous avaient perdu l'argent dans les affaires, vous êtes découragés. Je sais. Mais je vous dis aussi que j'avais perdu de l'argent et je n'avais rien. Pourquoi je vous dis ça? Pourquoi je me sens obligé de vous le dire? C'est pour vous dire que les gens que vous voyez et que vous admirez en disant ils ont réussi, ils sont passés dans des choses que peut-être si vous étiez dedans, vous aurez abandonné. Vous me comprenez? C'est ça. J'avais toutes les raisons d'avoir peur. Mais je me suis levé en disant, c'est pas parce que ça n'a pas marché que ça ne marchera pas. Et puis après, ça a marché. Donc toutes les grandes réussites ont pris des fondements sur de grands échecs. N'oubliez jamais ça et notez-le. Les grandes réussites prennent des fondements sur de grands échecs. Oui, avant-dernière question. Ok. Merci bien, révérend. Oui. Je voulais poser une question sur la documentation que vous aviez eue en son temps qui vous a permis aujourd'hui d'accroître votre niveau de connaissance. Est-ce que vous pouvez nous conseiller certains livres? Parce que comme vous l'avez dit, l'Africain n'aime pas beaucoup lire. Honnêtement, quand j'ai pris les livres pour les lire, je tenais d'y aller des séminaires business. Et je ne peux pas vous dire forcément qu'il y a un livre singulier qui m'a... Je me suis rendu compte, par exemple, il y a un livre qu'on appelle Le Grand Secret, qui a été écrit par une Américaine qui s'est vendue très... Non, pas Le Grand Secret, Le Secret. Ça s'appelle Le Secret. Le Grand Secret, c'est un truc que je suis en train d'écrire. Ça s'appelle Le Secret. Mais, quand j'ai lu ce livre, je me suis rendu compte que ce qu'elle enseignait dedans était extrêmement plat. C'était trop plat. Elle racontait son histoire et comment est-ce qu'elle est parvenue à la richesse. Et j'ai dit, mais ça, en africain, ça ne marchera pas de la même façon. C'est ça. J'ai lu le livre de Riche Père. Voilà. Voilà. Je l'ai lu et je l'ai relu et je l'ai relu parce qu'il m'a été conseillé par un ami américain. Mais je vous garantis que quand je l'ai lu, je me suis encore demandé comment est-ce qu'on peut l'appliquer dans le contexte d'un Africain. J'ai relu ce livre. Ce que j'ai retenu de très fondamental là-dedans, c'était une chose. Je ne dois pas travailler pour l'argent, l'argent doit travailler pour moi. Simple. C'est simplement ce que j'ai retenu de ce livre. Mais, si vous le lisez 1000 fois, comment est-ce que vous l'appliquez dans le contexte africain? C'est un peu difficile. Je ne sais pas, certains d'entre vous l'ont lu, n'est-ce pas? Vous avez eu la même sensation que moi ou pas? Est-ce qu'il vous arrive de lire des livres, vous achetez des livres pour avoir de la sagesse, mais quand vous terminez, vous vous demandez, mais finalement, qu'est-ce que j'ai appris par rapport à votre contexte? Ou alors, ça vous arrive souvent? Voilà, donc, je ne peux pas te conseiller, il y en a plein, il y a des gens comme John Maxwell qui ont de très bons principes, et tout, mais il faut encore contextualiser le principe qu'on reçoit. Où il y en a Kennedy, ils sont nombreux qui écrivent de bonnes choses. Mais il faut encore contextualiser, c'est ça le vrai problème que nous avons. Parce que nous n'avons pas de personnes dans notre contexte qui ont écrit à partir de leur réalité africaine. Voilà. Merci. Oui. Oui, mon frère. Ok. On dit que nos parents sont nos dieux, c'est-à-dire nos dieux sur la terre. Et souvent, il arrive que tu ne peux pas avoir la même vision avec tes parents. C'est-à-dire qu'eux vont... Toi, tu vises le haut, mais en fonction de ce qu'eux voient, peut-être ils se disent que toi, tu dois chercher à faire un petit truc ou bien quelque chose pour pouvoir leur venir en aide. Donc, je veux savoir, est-ce que la pensée des parents peut influencer sur... En fait, ce que peut-être quelqu'un, un enfant est en train de... Non, c'est très vrai. La pensée des parents a une influence sur la vie des enfants, mais si tu veux être un enfant qui réussit, il ne faut jamais accepter que les pensées des parents t'influent négativement. Tu peux te révolter de la pensée de tes parents. Ton père peut te voir petit et tu décides de ne pas te voir comme ton père te voit. Mais comment s'y prendre? Mais tu te prends dans une révolte intérieure. Ton père peut te dire, je veux que tu sois un menuisier, et tu dis non. Moi, je ne suis pas destiné à être un petit menuisier. Je veux être un homme riche. Et tu sais, même les enfants de bas âge, quand vous voyez même le bas âge, vous voyez des enfants, quand vous les voyez se comporter, vous sentez que celui-là, tel qu'il est là, il va aller loin. Et il y a d'autres personnes qui viennent te voir et te disent, ah, demain je vais être riche. Vous les regardez. J'ai eu le cas de quelqu'un qui est venu me voir dans l'église et qui m'a dit, je vais être président de la Côte d'Ivoire.
Quand je suis rentré chez moi, j'ai prié pour que ça n'arrive jamais. Je vous garantis, vous savez pourquoi? Parce que j'ai dit que si ce gars est présent dans la Côte d'Ivoire est perdue. Il y a des gens qui ont de grands rêves, mais vous vous rendez compte qu'ils ne se déploient pas pour y arriver. Mais il y a d'autres, par contre, quand vous les voyez, vous savez que celui-ci, il va finalement être riche. Parce que quand vous voyez la discipline avec laquelle ils mènent leur vie, vous savez que de façon inéluctable, cette personne va réussir. Vous pouvez pressentir quand la réussite est quelque part. Donc vous devez vous révolter. Mon propre père, mes propres parents, même mes pères spirituels n'ont même pas vu un seul instant le 1/100e de là où je suis en train de partir aujourd'hui. Il a fallu une révolte personnelle. Vous savez que quand j'ai commencé à penser à certaines choses, j'ai appelé mon propre père spirituel. Il y a des choses qu'il ne voyait pas. Non, mais c'est normal. En certains moments, des choses nouvelles qui naissent en toi, des gens autour de toi ne doivent pas le voir. Tu dois être la seule personne à voir ces choses. Et même à lutter contre les pensées qui s'opposent à la réalisation du rêve que tu as à l'intérieur de toi. C'est ça justement la vraie révolte dans le cœur de chaque être. Et nous les Africains, on doit faire très attention au fait que dès qu'on a l'argent, on veut aider tous les membres de nos familles. Beaucoup d'entre vous ne serez jamais riches parce qu'il y a trop de mains qui sont tendues vers vous. À un certain moment, j'ai un enseignement sur la loi de la discipline pour investir. La discipline épargner pour investir. Comment faire? Beaucoup de personnes d'entre vous n'arrivent pas à épargner. Vous gérez, vous avez 500 000 par mois, mais vous mangez tous les 500 000. Vous ne serez jamais riche. Il faut pouvoir épargner au moins 100 000 de 500 000 tous les mois. Comme ça, après un an, ça te fait 1,2 million et ça te fait déjà une opportunité, un capital qui peut accompagner tes idées. Malheureusement, on n'est pas discipliné. On dit non, si simplement Dieu m'avait donné 2 millions. Mais si tu as 500 000 par mois, tu peux épargner et avoir les 2 millions. Tu n'as pas besoin de tendre la main à quelqu'un. Parce que si tu avais 200 000, tu aurais vécu, n'est-ce pas? Donc tu peux avoir 500 000 et décider de vivre au niveau de vie de quelqu'un qui a 250 000. Et épargner 250 000. C'est la discipline. Vous voyez, c'est ce qui prouve que vous êtes quelqu'un de convaincu. Oui, mon frère. Pose ta question rapidement, oui. Oui. Non, vas-y, pose rapidement. La loi de la diversification, oui. Il faut pouvoir concentrer ses forces. À quel moment il faut diversifier et à quel moment il faut pouvoir faire la diversification? Il faut faire la diversification quand la première affaire a déjà réussi. Beaucoup de personnes, je connais un gars à qui on avait remis 3,5 milliards de francs CFA. Il a commencé 7 affaires en même temps. Quand il est venu me voir, suivez-moi bien, c'est une vraie histoire. Il a reçu 3,5 milliards, il a commencé 7 affaires. Quand il a commencé 7 entreprises, il est venu me voir, je lui ai dit ferme 6 et focalise-toi sur une entreprise. Il a refusé et en 2 ans, il avait tout perdu. J'ai dit bien 3,5 milliards en 2 ans. La 3e année, il demandait 100 000 pour vivre. Il avait 3,5 milliards. Pourquoi? Simplement parce qu'il a mis 7 entreprises. Mais même Dieu, notre Créateur, a voulu créer tous les hommes. Mais il a d'abord donné à l'homme de venir seul. Après, la femme est venue. Après, il y a eu un enfant. Quand l'enfant a grandi et qu'on a maîtrisé le deuxième bien, souvent même quand c'est les jumeaux, il y a un qui sort avant que l'autre ne sorte. Les deux ne sortent pas en même temps, sinon la femme va mourir. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il y a la sagesse du déploiement. Tu fais la première affaire. Quand tu te rends compte qu'elle a réussi et qu'elle peut maintenant vivre d'elle-même, tu te déploies maintenant ton énergie sur la deuxième. Et tu délègues les responsabilités à la première. Au départ, j'étais au restaurant tous les jours, pendant 3 mois, moi-même, aux tables, pour voir comment ça se passe. Il y a certaines personnes que je servais moi-même, mais aujourd'hui, je ne suis plus impliqué dans aucune de mes affaires directement. Je dis bien aucune. Ça tourne, ça marche, que ce soit ici ou ailleurs. J'ai des rapports qui viennent, l'argent qui tombe dans les comptes. Je ne touche aucune chose. Mais au départ, j'ai dû être là moi-même. Après, j'ai délégué. On a eu une deuxième affaire. J'ai été moi-même directeur de Brume, au Cap Sud, où j'étais là moi-même. Tous les jours, je regardais Brume marcher. J'étais là moi-même à Brume. Pendant que les gens travaillaient, de matin au soir. On se moquait de moi. Mais quel est ce pasteur qui est tout le temps dans les supermarchés? J'étais en train de construire la richesse. Et après, je suis sorti de Brume. Ainsi de suite. Mais quand j'ai appris tous les mécanismes de fonctionnement des affaires, j'ai dit ok. À partir de là, j'ai commencé à déléguer. Le vrai problème, c'est qu'on a beaucoup de jeunes hommes paresseux en Afrique. Je vous garantis, excusez-moi de vous dire ça, vous voyez, que ce soit le Camerounais ou l'Ivoirien, vous êtes paresseux. C'est la paresse. Je vous garantis, il y a trop de paresseux. Des gens qui sont en train de rêvasser, gagner de l'argent, mais qui ne sont prêts à faire aucun effort. Aucun effort. C'est ça le vrai problème. Est-ce que vous savez que jusqu'à aujourd'hui, je cherche des personnes à qui je peux faire confiance pour dire, va, pilote cette affaire et ça marche? Je ne trouve pas. Je vous garantis, je vous dis des choses vraies.
J'ai appelé quelqu'un, j'ai dit, écoute, je suis prêt à te donner jusqu'à 15 millions de francs. Trouve une idée, déploie-la, mène une affaire. J'ai fait 3 ans, la personne n'a pas trouvé d'idée. Pourquoi? Parce que la personne se contente d'un salaire qu'il peut avoir, de ci, qui truc. Et puis, vous voyez, vous comprenez ce que je veux dire? Le vrai problème, c'est la paresse. On a trop de personnes paresseuses. Même des personnes de confiance à qui tu peux déléguer les responsabilités, il n'y en a pas. Dès que tu veux lui donner un truc, il va commencer à avoir l'argent, il va penser comment te voler. Il va commencer... Non, c'est vrai. Il va commencer à mener une vie au-dessus de ses moyens. Souvent, je pose la question aux gens, je dis, vous voyez, aujourd'hui, j'ai peut-être un iPhone. Les 2 portables que j'ai, je n'ai pas acheté. Mais je vois des gens qui touchent 1 million, qui ont tous les portables dernier cri. J'ai dit, mais vous allez vous tuer. Comment tu vas avoir tous les portables et tu touches 1 seul million de francs CFA qui peut m'arriver de gagner par jour? Même avant d'acheter un portable, je réfléchis. Parce qu'il n'y a pas de discipline. Quelqu'un de mon église, un de mes coachs de sport, je termine avec ça. J'étais au sport hier. À la fin, je suis allé à pied, je marchais, il m'a accompagné. On était en train de causer. Il me dit, j'ai fait un songe la nuit. J'ai dit, lequel? Il me dit, j'ai fait un songe, je suis venu te voir. Et dans le songe, tu es apparu et tu m'as dit, l'argent que j'ai ne m'appartient pas. Il appartient à Dieu. Demande à Dieu et Dieu va t'en donner. Et je me suis arrêté un moment. J'ai dit, répète ce que tu as dit. Quand il me l'a dit, c'était tellement vrai ce qu'il a dit. Vous savez, à un certain moment, ce que vous gagnez, considérez que ce n'est pas à vous. Vous êtes un intendant des choses du ciel. Vous ne pouvez pas vous permettre de faire tout ce que vous voulez avec ce que vous avez entre les mains. Parce que l'argent est une force qui peut te détruire. Totalement. D'ailleurs, vous ne connaîtrez jamais le cœur d'un homme tant qu'il est pauvre. Un homme pauvre va toujours avoir l'apparence d'un homme humble. C'est quand l'argent va toucher sa main que vous saurez ce qu'il aime. Que Dieu vous bénisse richement. Amen. Que sa main soit sur vous. Amen. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ah, vous pouvez faire mieux que ça. Comment notre Seigneur, amen, il est merveilleux. Merci. Amen. Merci. Donc, je voudrais sincèrement vous dire merci pour le cœur que vous avez, d'accord, avoir répondu, avoir investi ce que vous avez investi pour être là. C'est une très bonne chose. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Ne vous arrêtez pas là. D'accord? Continuez à aller à la recherche de la richesse. Celui qui cherche finit toujours par trouver. Ne vous lassez pas. Continuez de chercher. S'il y a une chose qui m'a caractérisé jusqu'aujourd'hui et qui m'a sorti de la pauvreté, c'est que j'ai détesté la pauvreté. Aussi longtemps que vous aimez l'état dans lequel vous êtes, vous n'allez jamais vous en sortir. Il faut se révolter contre votre situation présente et vous dire, j'ai droit à une vie meilleure. À partir de ce moment, je vous garantis que vous allez déclencher un cycle irrévocable de prospérité qui va vous accompagner sur votre chemin. Ne l'oubliez pas. Vous n'êtes pas venu sur la terre pour écouter les témoignages de Wafo. Wafo est créé par le même Dieu que vous. S'il a réussi, même dans un pays où vous ne connaissez personne, vous êtes dans votre pays. Rien ne vous empêche de réussir. Je trouve insultant, bien aimé, suivez-moi bien, je le dis aux politiques, anormal que 85% des économies de la Côte d'Ivoire soient entre les mains des étrangers. C'est anormal. Que toutes les sphères de l'économie soient détenues par les Libanais, ce n'est pas normal. Alors que nous avons des Ivoiriens calés à l'école, des grands patrons dans les institutions. Je vous dis, ce n'est pas normal. Si je vous dis ça, c'est parce que je vous aime. Je trouve que pendant longtemps, on a exploité le peuple que vous êtes. Vous devez vous révolter. C'est l'une des raisons pour lesquelles Dieu m'a conduit dans ce pays, pour vous aider. Vous devez vous révolter. Je le dis au Cameroun, je le dis partout. Au Cameroun, c'est différent. 85% de l'économie est détenue par les locaux. Ici, 85% détenue par les étrangers. Parce que pendant longtemps, on vous a appris à trouver un travail, à avoir un salaire, à avoir un crédit bancaire. Mais écoutez, pendant longtemps, toutes les richesses ont été prises par les gens d'ailleurs. Si aujourd'hui, il y a des gens qui se lèvent dans le pays pour avoir cette plateforme, respectez ça. 5 ans plus tard, quand vous verrez ce que vous allez devenir, vous allez courir pour rencontrer les organisateurs pour dire merci beaucoup. Merci, car tu m'as donné la vraie richesse. Ce que vous avez reçu aujourd'hui, c'est un trésor. Je n'ai pas écouté l'entièreté du premier intervenant, mais le peu que j'ai vu sur le tableau qu'il a fait, je vous garantis, cette journée est une journée de grande richesse que le ciel vous a conférée. Prenez ça, mettez en pratique, et vous verrez les résultats. Que Dieu vous bénisse. 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 Que Dieu vous bénisse.
attendons tous le révérend Raoul Wafo, mais il y a d'illustres personnalités, n'est-ce pas, qui vont venir avant lui. Et nous allons commencer avec un monsieur qui, en plus de son activité principale, a choisi de faire une autre activité et qui a compris que le développement personnel doit être son cheval de bataille. Donc je vais vous demander, n'est-ce pas, de m'aider à accueillir ici M. Doucouré Stéphane. Très heureux ce soir de me retrouver devant un public un peu différent. Même s'il y a beaucoup de visages qu'on connaît là-dedans, même si on voit un peu QNET partout, mais ce soir ce n'est pas une session de formation QNET. Ok? Donc je voudrais d'abord que cela soit très clair. Voilà, c'est pas une session de formation QNET. Ce n'est pas leader Doucouré qui est devant vous, c'est M. Doucouré. Voilà. Donc je tenais d'abord à faire cette précision. J'étais assis là-bas et j'étais un peu déçu, mais pas totalement déçu, parce que pour moi ça devient notre challenge. Okay? J'ai entendu un peu les témoignages des uns et des autres. Je veux voir le révérend Raoul Wafo. Voilà, c'est quelqu'un qui a gagné des milliards et ainsi de suite. Et franchement, ça m'a fait chaud au cœur. Voilà, et puis en même temps, je me suis dit, waouh, donc je vais chercher quoi là-bas. Mais je suis là, donc je suis là. Ok? Et je vais apporter ma pierre, ma contribution à cette session de formation. Mon objectif et le but de ma session, c'est de vous préparer à entendre ce que vous allez entendre. Pour véritablement faire fructifier cela, en tirer le meilleur, le maximum. Ok? Et permettre à tout un chacun de pouvoir avancer véritablement. Dans une session, dans une classe ou au cours d'une formation, des gens reçoivent plusieurs types de formations, mais très peu arrivent à maximiser l'impact de cette formation-là pour que ça puisse véritablement profiter dans sa vie. Et donc, il y a des personnes qui deviennent expertes en séminaires de formation. À la limite, s'il faut les appeler des séminaristes, je ne sais pas. Mais ils participent à tous les séminaires. Mais si tu n'as pas compris certains principes, certains éléments de base, peu importe le nombre de séminaires que tu feras, peu importe la qualité des séminaires que tu feras, peu importe les projets que tu entameras, et peu importe la qualité des projets que tu entameras, je suis sûr d'une chose, tu n'arriveras à rien. C'est un principe. Si tu ne sais pas pourquoi est-ce que tu participes à ces séminaires, pourquoi est-ce que tu t'engages dans un projet, et quel est le but, quelle est la valeur réelle d'un projet. Donc c'est sur cette base-là que nous allons partir. Et le thème que nous allons aborder, c'est accroître son potentiel. Ok? Accroître son potentiel par la discipline. Donc, accroître son potentiel par la discipline, il y a trois éléments que ce thème-là soulève. Donc, accroître son ou accroître votre, ok? Accroître son potentiel par la discipline, donc il y a votre ou il y a son, donc pour parler de la personne, donc de l'identité, ok? Ensuite, il y a potentiel. Qu'est-ce que c'est que le potentiel? Et il y a la discipline. Qu'est-ce que c'est que la discipline? Ok? Et nous allons essayer de faire un cocktail de ces trois éléments-là pour savoir ce que ça peut avoir comme impact dans la vie de tout un chacun. Donc, je reprends le grand thème, accroître son potentiel par la discipline. Non pas dans la discipline, parce que si on dit dans la discipline, c'est que vous qui êtes là, vous êtes déjà discipliné, donc chacun a le maximum d'impact. Non. Donc ce soir-là, on va apprendre certains éléments de la discipline. C'est bon? Est-ce qu'on suit? Ok? Donc voilà un peu le fil conducteur que je donne, c'est le schéma. Et je vais vous demander donc d'être très attentif, parce que on a, je crois, 1 heure de temps, donc je n'aurai pas tout le temps de rentrer en détail dans chaque aspect. Donc je n'aurai pas un point de vue en profondeur, mais plutôt en largeur du thème qui va être abordé. Mais on fera tout pour nous coller à l'essentiel, à ce qui est fondamental. Ok?
Donc, comme je l'ai dit, accroître son potentiel. Qui accroît son potentiel, c'est l'homme. Et donc, nous allons, dans un premier temps, définir trois choses. Donc, l'identité. Après l'identité, le potentiel, je le répète. Et après le potentiel, la discipline. Donc, l'identité, c'est quoi? C'est le rapport que présentent entre eux deux ou plusieurs êtres ou choses qui ont une similitude. Ensemble de données, de faits et de droits qui permettent d'individualiser quelqu'un. Ça veut dire quoi? Il y a ce qu'on appelle l'identité culturelle. Il y a ce qu'on appelle l'identité juridique. Ok? Et il y a plusieurs façons de définir l'identité. Donc quand on regarde un peuple, on dit cela c'est les noirs, c'est la race noire, c'est leur identité. On regarde un groupe, une communauté, on dit ils ont la même façon de réfléchir, de danser, de s'amuser et autres. Et en fonction de ça, on leur attribue une certaine identité. Quand on regarde un individu, ce qui te différencie de l'autre, tu as ta carte d'identité, tu as un numéro là-dessus, tu as ton empreinte digitale, tu as tes gènes qui sont personnels et autres. Et donc, ton identité en fait te diffère de ton voisin. Et donc, même au sein d'une communauté, pour toutes les personnes qui partagent ensemble l'identité culturelle, qui ont la même identité culturelle, donc qui ont la même culture, chacun a son identité juridique, chacun a son identité qui est personnelle. Ok? Voilà. Donc, si vous êtes tous des bourreaux, mais à l'intérieur, il y a un qui s'appelle Zamblelou, non, ça c'est une qui s'appelle Zamblelou, il y a un qui s'appelle Trabi, et ainsi de suite. Si vous êtes tous des Wabais, bon, je ne connais pas trop le nom des Wabais, Gei, et puis ensuite Gei et puis Kei. Ok, voilà. Donc, voilà en fait, on dit c'est des Wabais tous, mais Gei et Kei sont deux personnes complètement différentes. Ok, voilà. Donc, voilà en fait ce que c'est que l'identité d'une personne. Ok? Et en général, on n'a pas l'habitude de dire, en fonction de ton identité, il y a ce qu'on appelle un peu le genre. En fonction de ton identité, on dit, ouais, ceux-là, ils sont un peu comme ci, ils sont un peu comme cela, ils sont un peu comme ci, ils sont un peu comme cela. Les bourreaux réfléchissent de telle manière, les bêtés réfléchissent de telle manière. En général, on dit non, les bourreaux, c'est des palabreux, les bêtés, c'est des danseurs, les djoulas, c'est des commerçants, les wabais, bon, je ne sais pas encore qu'est-ce qu'ils font. C'est un peu que je ne connais pas, mais je vais apprendre à découvrir. Ok? Ensuite, il y a le potentiel. Ok? Le potentiel, ensemble de ressources dont dispose quelqu'un, ou ensemble de ressources, ok, dont quelqu'un, une collectivité ou un pays peut disposer. Je ne sais pas si on s'est sûr. Ce n'est pas ce qu'ils ont, mais ce qu'ils peuvent avoir. On dit par exemple, il y a, comme on appelle ça, le potentiel minier d'une région. Il y a le potentiel touristique d'une région. Ok? Donc il y a plusieurs types de potentiel. On dit qu'il y a le potentiel d'une personne. Il y a le potentiel d'un peuple. Il y a le potentiel d'une culture. Ok? Mais tant qu'on n'a pas mis cette culture, ce peuple, devant certaines responsabilités, ok, on ne peut pas savoir exactement quelle est la quantité véritable de ce potentiel. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que le potentiel, et ce qui est intéressant dans le potentiel, c'est qu'il est illimité. Ok? Le potentiel, il est illimité, peu importe le domaine dans lequel on se trouve. C'est un peu comme l'intelligence d'une personne. C'est vrai qu'il y a tout ce qui est études et autres qui définit ce qu'on appelle le quotient intellectuel. On dit quand quelqu'un en terminale, c'est qu'il a un QI qui est égal à 100 environ. Mais en réalité, le potentiel d'une personne, il est illimité. Ok? Lorsqu'une personne a réalisé quelque chose, elle est encore capable de pouvoir faire autre chose. Ok? Donc on parlera tout à l'heure en profondeur également de tout ça. Et il y a le dernier mot qui est la discipline. Alors la discipline, quand on entend dans un premier temps discipline, ça peut être une branche. Donc une matière, une connaissance à étudier. Ok? Mais l'objectif ce soir-là, ce n'est pas de parler de discipline en tant que branche, en tant que matière à étudier. Ok? La discipline ici dont il est question, c'est l'ensemble de règles de conduite que l'on s'impose. Donc une communauté peut définir ses règles, donc sa discipline. Ok? Voilà. Et ces trois éléments-là ainsi définis, ok, vont nous permettre de pouvoir échanger un peu plus en détail là-dessus. On va revenir rapidement, j'ai dit identité. J'ai parlé donc de potentiel.
Et j'ai parlé donc de discipline. Ok? Mais ce qu'il faut savoir, ce qui est bon, c'est que tout un chacun d'entre nous ici a ces trois éléments-là. Mais en lui, maintenant c'est comment est-ce que chacun manifeste ça, c'est ça la différence. Mais sinon, tout un chacun ici a une identité. Qui n'a pas d'identité? Je ne vois pas de main levée. Donc tout un chacun a une identité. Ok? Chacun a en lui un potentiel. C'est vrai qu'il y en a qui n'ont pas conscience du fait qu'ils ont un potentiel, mais chacun a en lui un potentiel. Ok? Et chacun a en lui des vertus. Et ça dépend de la manière dont il les utilise, qui feront qu'on parlera soit de discipline, on dira il est discipliné, ou il est bouillon, il n'est pas discipliné, et ainsi de suite. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que de la façon dont tu utilises chaque élément dans ta vie, dans ton quotidien, c'est de cette façon-là que ta vie en fait est conduite. Donc, en ce qui concerne ces trois points-là, nous allons donc parler donc de notre identité premièrement. Qui sommes-nous? Il faut qu'on soit d'accord sur un fait avant de continuer. De tous les livres que j'ai lus, en général on dit l'homme a été créé à l'image de Dieu. C'est bien ça? Qui a une autre définition de la création? Ou qui a une définition contraire? Ou bien qui a une version contraire de la création de l'homme? Donc on est d'accord sur le principe. Si on est d'accord sur le principe, on lève tous la main. Ok? Merci. S'il y a un qui n'est pas d'accord sur le principe, qui lève la main. Parce que tout ce qui va suivre là découle en fait de là. Ok? Donc on est tous d'accord sur un fait, nous avons été créés par Dieu. Et lorsque Moïse a demandé à Dieu, qui es-tu? Il a dit, je suis celui qui est. C'est ça, non? Bon, même si peut-être d'autres ne savent pas, quand vous sortirez d'ici, allez faire vos recherches. Donc quand Moïse a demandé à Dieu, qui tu es, qui es-tu? Il a dit, je suis celui qui est. Ça fait l'objet de beaucoup de débats philosophiques. Entre être et exister, Dieu est, Dieu n'existe pas, et ainsi de suite. Ce que je sais, c'est que Dieu est. Parce que être, exister, ça veut dire évoluer. Dieu dit, il est omnipotent, il est omniprésent, il est omniscient, il n'a pas changé. Donc il est le même. Ok? Donc il est. C'est pourquoi quelqu'un disait, on ne peut pas conjuguer le verbe être avec mourir. Je suis mort, il dit non, 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 je ne peux pas mourir. Parce que être, ça veut dire que je suis. Donc trouver un autre verbe pour accompagner le mot mourir. Ok? Donc je suis celui qui est. Quand on a demandé à Christ, qui es-tu? Il dit, je sais qui je suis. Je suis le chemin, la vie, la vérité, et ainsi de suite. Ou bien je me trompe. Pour ceux qui ont regardé le film de Chris Garner à la poursuite du bonheur, il a dit, je suis ici. Il dit, il y en a qui sont ici, ok, parce qu'ils connaissent quelqu'un. Donc ils ne se connaissent pas eux-mêmes. Mais moi je suis ici parce que je suis quelqu'un. Est-ce que je communique quelque chose à quelqu'un? Qui connaît son identité? Est-ce que vous vous êtes posé une fois la question de savoir qui vous êtes? Qui je suis? C'est vrai qu'en naissant, on m'a donné un nom. Je m'appelle Doucouré Dessous Stéphane. D'accord? Celui qui m'a donné le nom Doucouré, il a imaginé une définition de Doucouré. Ensuite, il a le nom Dessous. On dit que c'est quelqu'un qui était un grand chasseur et puis il était très avare. Quand il tuait la boutique, mangeait la boutique lui seul. Donc des gens disaient, lui là, quand il sera grand, il sera avare. Vous voyez? Et puis bon, il y a Stéphane. Donc quand on compile Doucouré Stéphane, on dit lui là, c'est un paraudeur. Tout le monde connaît ça ici. Mais est-ce que c'est moi, mon identité, moi qui suis devant vous, est-ce que moi je suis d'accord avec ça? Ok? Donc chacun a son identité. Et chacun doit pouvoir se poser la question et connaître la réponse. Mais c'est lorsque tu ne connais pas ton identité, tu ne te connais pas véritablement, que tu es stressé par la vie. Parce que chacun va te donner un nom. Chacun va te donner une identité. Chacun va t'appeler à sa manière. Chacun va te donner le nom qui lui plaît. C'est-à-dire, il te regarde, il ne voit pas réellement qui tu es, mais il imagine qui tu es. Et comme toi-même, tu ne sais pas qui tu es, tu acceptes cela et tu es frustré par cela. On m'a emmené à l'école, on dit j'étais nul. Et donc, j'ai fini les études. Bon, si je suis nul, je ne peux pas donc finir les études. Je me débrouille dans la vie, effectivement. Je ne réussis pas à l'école. J'arrive à me débrouiller dans la vie. Et puis, je prends une femme. Et la femme entend que j'étais médiocre, j'étais nul. Et puis je me dis, de toute façon je suis nul, c'est pas grave, mon cher.
mais ma petite vie là me suffit. C'est-à-dire il a accepté le fait qu'il soit nul. Et quand il met ses enfants à l'école, ses enfants commencent à faire des études qui n'ont pas de bons résultats. Peut-être il y a une de ses sœurs qui est là, qui dit à l'enfant, quand elle voit peut-être les résultats de l'enfant, elle dit, ton père même à l'école, là, il ne valait rien. Donc mon petit, si tu as 4 de moyenne sur 20, il ne faut pas trop pleurer. Tu dis ça de ton papa. Ok? Et puis tu es frustré. Donc tu crées encore une génération de frustrés. Et quand tes petits-enfants seront là, ce sera de véritables clowns. Ou bien je me trompe. Parce que la chaîne en fait suit. Mais parce que tu ne connais pas ton identité, tu n'as pas su aussi transmettre cela. Et donc du coup, personne ne connaît son identité. Mais est-ce que c'est comme cela que la vie fonctionne? Non. Parce que l'identité d'une personne ne dépend pas de la couleur de la peau de la personne, ne dépend pas de la race de la personne, ne dépend pas de la famille dans laquelle il est né. Le comment importe peu, c'est la réalité qui est là. C'est un peu comme une personne va être frustrée parce qu'elle dira, quand sa maman lui dit, j'aurais voulu que tu ne sois même pas né, parce que peut-être c'est un enfant qui a été conçu après un viol. C'est des cas qui arrivent. Donc chaque fois qu'elle voit l'enfant, elle voit le visage de la personne qui l'a violé. Ok? Donc elle est vraiment frustrée par cela. Et elle rejette ça sur l'enfant. Du coup, l'enfant va créer en lui un blocage. Il ne va même plus vouloir évoluer parce que ses parents lui ont dit qu'il était illégitime et ainsi de suite. Mais ce que moi je tenais à vous dire ce soir, parce qu'il y a une chose que j'ai dite dès le départ et je pense qu'on est tous d'accord avec. Nous avons été créés à l'image de qui? Est-ce que Dieu a dit que nous sommes illégitimes? Donc, est-ce que nous allons nous contenter de l'identité que les autres nous donnent? Nous allons donc nous contenter de l'identité que Dieu nous donne. Et c'est ce qui est vraiment important. Et c'est ce principe-là qu'il faut d'abord retenir. Donc, ce n'est pas la peine de chercher à être quelqu'un que vous allez mal confectionner. Ok? Donc, vous allez chercher à faire, comment on appelle ça, un cocktail de personnes. C'est-à-dire, quand tu prends mon frère qui est là, il y a Raoul Wafo ici. Ici, là, c'est Doucouré. Là, c'est Jean-Luc. En bas, ici, c'est Amaral. Et puis, ainsi de suite. C'est-à-dire que lui, c'est un cocktail. C'est un homme Zaza. Non, ça ne fonctionne pas comme cela, les gars. Ok? Tu as ton identité. Et je vais vous dire par quoi l'identité, en fait, s'acquiert. Pour pouvoir avoir une bonne identité, pour pouvoir connaître son identité, il faut se référer à la source de ta création. Et la source de ta création, c'est Dieu. Donc, il faut avoir une intimité avec cette personne-là. C'est tout, c'est le secret. Sinon, tu vas te promener. Ok? Et les gens vont te donner tous les noms possibles. Mais tu n'évolueras pas et tu ne seras jamais satisfait. Parce que lorsque tu vas découvrir les limites, tu ne seras pas en train de chercher autre chose. Ok? Quand on prend quelqu'un que j'aime beaucoup dans la Bible, parce que ce gars-là est à la fois les musulmans et les chrétiens, il parle beaucoup de lui, c'est Moïse. Ou bien je me trompe? Il y a les musulmans ici. Voilà. On parle bien de Moïse. Comment on l'appelle chez vous? Moussa. Voilà. Donc, je vais parler un peu de Moussa et de Moïse. Ok? C'est la même personne. Ce n'est pas deux histoires différentes, c'est la même personne. Ok? Voilà. Voilà quelqu'un qui avait une crise d'identité. Parce qu'il est né juif, et en son temps, Pharaon avait demandé à ce qu'on tue tous les enfants juifs. Donc sa mère l'a mis dans une cruche, et puis elle l'a laissé dans la rivière. Et l'eau de la rivière, comment on appelle ça, l'a drainé, ok, et la fille de Pharaon l'a recrutée. Elle l'a récupéré. Donc vous voyez quelqu'un qui est né juif, mais qui a évolué dans un environnement différent de celui des juifs. Ou bien je me trompe? Donc il est né chez les... Pardon, il a les origines juives en lui, mais il a reçu l'éducation, ok, des pharaons égyptiennes. Il a reçu l'éducation égyptienne. Quand il a grandi, il avait le choix. Soit il restait dans la maison de Pharaon avec sa fausse identité, on ne déclara jamais qu'il était juif, et donc il regardait ses frères juifs souffrir, ok, et peut-être lui-même, il allait les flageller parfois, il allait être très riche, mais avec sa fausse identité, ou il assumait de dire qui il est, et qu'est-ce qu'il devait faire? Il quittait la maison de luxe. Souvent, il y a beaucoup de personnes ici qui fuient leurs origines, qui fuient leurs identités. Et ils passent tout leur temps à souffrir, ils ne comprennent pas. Ils prient. Même après avoir prié à l'église, ils deviennent musulmans, ils vont à la mosquée.
Quand ça ne marche pas là-bas, ils s'en vont chez les commiens. Bon, l'école des commiens a fermé. Quand ça ne marche pas là-bas, ils tombent à gauche, à droite. Et finalement, ils n'ont pas d'assise, ils n'ont pas d'origine. Parce qu'ils ne cherchent pas à connaître leur vraie identité. Je vous le dis, c'est un véritable problème. C'est un très gros problème auquel on ne fait vraiment pas attention, l'identité. Si on veut aujourd'hui parler de l'identité, je ne suis pas sûr qu'on finira cette session-là. Ok? Mais ce qui est intéressant, c'est que lui, il a accepté, malgré ce qu'on disait de sa nation, malgré ce que son peuple était, il a accepté de retourner vers son peuple. Et vous savez ce que cela lui a coûté? Cela lui a coûté 40 années, c'est-à-dire fuir la maison, aller dans le désert, 40 ans pour se former. Mais quand il est revenu, même vous qui n'étiez pas là, vous connaissez aujourd'hui Moïse. Ou bien je me trompe? Il n'a pas fui son identité. Il sait qui il était. Et ça, c'est vraiment important. La première chose pour réussir dans la vie, il faut d'abord savoir qui tu es. Même si tu vis chez ton oncle, qui est ministre, tu n'es pas ministre. Tu n'es pas fils de ministre. Même si tu montes dans Mercedes pour aller à l'école, ce n'est pas pour toi. Parce que quand ça va chauffer chez le ministre, qu'est-ce qui va se passer? La première chose à laquelle il va penser sont ses enfants, ce n'est pas toi. Ou bien je me trompe? On a vu des personnes qui ont travaillé dans des ambassades, et surtout dans les ambassades américaines et autres. Et dès que dans les pays où peut-être la situation est instable, c'est chaud, les Américains viennent récupérer leurs ressortissants. Mais le chauffeur de l'ambassadeur, son cuisinier, et ainsi de suite. Parce que quand il conduit l'ambassadeur, il dit je suis américain moi. D'autant plus qu'il y a des Américains noirs. Mais quand ça chauffe, on soulève l'ambassadeur, on s'en va avec lui. Lui, il est où? Il n'est pas parti. Ah mais c'est ce jour-là, il se rend compte qu'il est véritablement bourreau comme moi. Ok? Voilà. Donc c'est important de chercher son identité. Et ce n'est pas un homme qui va vous donner votre identité. Ok? Ce n'est pas une image qui vous donnera votre identité. C'est la source de laquelle vous provenez. C'est celui qui vous a créé qui vous donnera votre identité. Dans l'intimité avec lui, il vous révélera ces choses. Donc ce n'est pas la peine de chercher ailleurs. C'est pourquoi peut-être beaucoup de personnes tournent en rond. Elles ne savent pas qui elles sont. On va parler donc du potentiel. Quel est le potentiel qui est en moi? Est-ce qu'on suit? Ça va? On est ensemble? C'est bon, on peut continuer? Ok. Donc quel est le potentiel qui est en moi? Donc si j'ai défini qui je suis, si je sais qui je suis, si je sais ce que je dois faire, je suis noir, il faut que je sois fier d'être noir et ainsi de suite. Mais est-ce que ça suffit? Parce que l'objectif c'est de pouvoir maximiser son potentiel. Mais avant de dire ce que tu fais, on va te demander, mais lui là c'est qui? Donc il est bon de se connaître. Et on verra encore d'autres exemples un peu plus loin devant. Alors à ce sujet, je vais vous raconter deux petites histoires. Pour vous permettre de comprendre le potentiel. C'est vrai que j'ai défini le potentiel, mais pour vous permettre de comprendre le potentiel. C'est l'histoire d'un maçon. Alors vous connaissez tous ici un maçon? Ok? Vous connaissez aussi les ouvriers? Voilà. Donc c'est l'histoire d'un maçon et de ses ouvriers. Ils ont bossé sur un chantier. Il a employé des personnes pour travailler avec lui. Il a tout conçu, tout détruit. Il y avait une maison à détruire, il y avait des murs à casser. Carrément, quelqu'un qui avait acheté un gros chantier, qui avait suffisamment de moyens à raser, a décidé de construire carrément autre chose. Et donc, il y avait le tas de gravats, c'est-à-dire quand on casse tout, on jette. Il y avait des piles de béton et autres là. Donc, il y avait le tas de gravats qui étaient là. Et le maçon a dit à ses ouvriers, vous là, dépêchez-vous de finir le boulot. Le boss doit venir habiter la maison. Et vite-moi, jetez-moi tout ça là. Donc, les ouvriers, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent les piles de béton. Et dans les colonnes de béton, là, il y a quoi là-dedans? Il y a du gravier, il y a du fer, c'est bien ça. Mais il y a principalement du gravier et du fer. Ok? Il y a très peu de sable. Et comme il y avait plusieurs types de béton, ils se mettent, ils prennent des burins, des marteaux et ils se mettent à casser le béton. Donc ils cassent le béton. Ils cassent le béton petit à petit, toutes les colonnes de béton, ils cassent tout. Ils finissent de casser toutes les colonnes de béton. Ils récupèrent les graviers qui sont là-dedans, ils les cassent petit à petit, et ils font de jolis tas. Ils stylent le fer qui est là-dedans, ils le dressent et ils font de jolis tas de fer.
Le maçon qui revient quelque temps après, voir s'ils ont dégagé le coin, ils ont jeté le gravier, il vient, il voit des chargements de gravier. Il voit de grandes bottes de fer. Et il demande, mais ça là, qui est venu verser gravier ici? Il dit, non patron, on n'a pas versé gravier ici. C'est ce que tu nous as dit de jeter là. C'est ça, on a arrangé, on a cassé, on a arrangé et puis ça a donné ça. Il dit, non, 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 vous avez volé mon gravier. C'est maintenant que je vais vous attraper. Vous avez volé mon fer. Donc on était sur le chantier, la gravier qui disparaissait là, c'était vous. Ils disent, non patron, viens voir ce gravier là, ce n'est pas du gravier qui vient d'un chantier, de la carrière, c'est du gravier qui a déjà été utilisé. Il dit, non, vous avez volé mon gravier. Il savait très bien, disant que vous avez volé mon gravier, que ce n'était pas son gravier. Mais tellement c'était beau là, il voyait maintenant que c'est un chargement, ça peut faire au moins un chargement de gravier. Abidjan, c'est un chargement de gravier, coûte près de 300 000 francs. Donc il y avait au moins 3 à 4 chargements de gravier comme cela. Il calcule, ça fait pratiquement 1 million. Ah non, 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 ce n'est plus un tas de gravat, c'est du gravier. Et donc là, il a réclamé ça aux personnes, aux ouvriers. Lui, il avait vu quoi? Gravat, de quoi jeter. Les ouvriers ont vu quoi? Du gravier. Vous avez vu? Et je vous donne encore la deuxième image. C'est l'image d'un sculpteur, ok, qui revient du boulot et il y a un très bel arbre, un arbre centenaire qui se trouvait dans la plantation, dans la maison d'un planteur, d'un vieux planteur. Et le vieux planteur a décidé de couper l'arbre centenaire et de le jeter. Donc il a découpé, au moment où il passe, il voit le vieux appeler un bûcheron en train de nettoyer tout. Il demande au vieux, papa, dis-moi les morceaux de bois qui traînent là, qu'est-ce que tu vas en faire? Il dit, oh, mais cette table là, il n'est bon à rien, c'est fini, on va le prendre, on va le jeter au feu, voilà, et ainsi de suite. Il dit, est-ce que je peux avoir juste un rebut, un morceau de bois que vous avez jeté? Il dit, mais prends. Et le sculpteur, il n'y a pas de problème, il prend. Et il s'en va. Et il taille, il façonne la bûche qu'il vient de prendre. Et il sort de cette bûche un très bel oiseau. Waouh! Ce que les gens appellent un chef-d'œuvre. Quelques semaines après, le vieux planteur, qui a suffisamment de moyens, passe près de la maison du sculpteur, de l'atelier du sculpteur, et il voit l'oiseau. Il dit, waouh! Mais ça fait combien? Par tous les moyens, peu importe le prix, il faut que je l'aide. Et le bûcheron lui donne un prix. Ouais. En tout cas, un prix de ses prix. Et il paye. Il demande même un peu pardon, le bûcheron accepte, le sculpteur accepte. Et puis il prend. Il dit, ah, j'ai fait une très bonne affaire. Et puis tout content, il retourne à la maison. Le bûcheron le regarde partir. Et vous savez ce que le bûcheron dit? Beaucoup regardent, mais peu voient. Il avait vu un bois à jeter. Ok? Mais quand le bûcheron a regardé ce bois-là, et le sculpteur a regardé ce bois-là, qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu un oiseau. C'est-à-dire que de ce bois-là, ce bois-là avait un potentiel que lui, il a pu faire de sortir. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc en revenant un tout petit peu à l'identité, peu importe ce de quoi on vous qualifie, lorsque vous connaissez votre valeur réelle, vous savez que vous avez un potentiel énorme, frère ou sœur. Vous n'imaginez pas ce que vous pouvez faire. Ok? Vous pouvez transformer un tas de gravats en chargement de gravier et lui donner une très bonne valeur ajoutée. C'est ce qu'on appelle le potentiel. C'est-à-dire le potentiel, c'est ce qui est là. La dernière image, c'est un peu comme on dit, une orange contient quel type de vitamine? La vitamine C et ainsi de suite. C'est bien ça. Mais l'orange, elle est là. Tant que tu ne l'as pas mangée, la vitamine C qui est là-dedans, la te sert à quoi? Rien. Mais c'est comme cela que ça fonctionne. Donc vous tous qui êtes là, vous êtes capables de tout. Vous êtes capable de construire l'hôtel Belle-Côte 10 fois. Vous êtes capable de façonner tout ce que vous voulez. Si seulement vous avez conscience du potentiel qui est en vous, qui est en vous. Voilà en fait comment est-ce que le potentiel se définit. Ok? Donc nous sommes tous ici des potentiels latents. C'est comme un volcan. On dit ce volcan-là, il est endormi. Qui sait quand il se réveillera? Mais quand il se réveillera, qui sait de quoi est-ce qu'il est capable? Demandez à Pompéi. Si elle existe encore. Ok? Et donc, c'est un peu l'image que je veux que vous reteniez du potentiel.
exactement les paroles du vieillard, c'était, du sculpteur, c'était la valeur d'une chose dépend du regard que l'on pose sur elle. Certains regardent, mais d'autres voient. Ok? Donc pour connaître le potentiel qui est en vous encore, et on revient toujours à la même définition, pour connaître donc le potentiel qui est en vous, qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce qu'il faut? Il faut vous référer à la source de ce potentiel. Nous avons été créés à l'image de qui? Dieu. Quel est le potentiel de Dieu? Donc quel est notre potentiel? Est-ce que je me trompe? Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? C'est bon? Donc on est en train d'avancer. Donc il est clair qu'aujourd'hui nous avons une identité, nous connaissons la source de cette identité. Nous avons un potentiel et nous connaissons également la source de ce potentiel. Lorsque ces deux choses-là sont clairement définies, le problème c'est de savoir donc, puisque nous avons une source, nous avons la source de notre potentiel, pourquoi est-ce que nous n'arrivons pas à faire le maximum de succès, à connaître, à développer, à déployer en fait ce potentiel-là? Ça passe simplement du fait que véritablement on ne se connaît toujours pas. Et je vais vous expliquer rapidement en très peu de choses ce à quoi ça tient. On dit que l'homme est fait de trois choses. Le corps, c'est ça, l'âme et l'esprit. Mais ce qui me fait de la peine, je connais des personnes qui passent toute leur vie, qui ne connaissent jamais la définition de ces trois choses-là. Ils mélangent tout. Même il a 200 ans, il est prêt à mourir. Tu lui demandes, papa, quelle est la différence entre le corps, l'âme et l'esprit? Ah, mais corps, l'âme, bon, en fait, c'est un billard total. Ok? Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que nous sommes un esprit. Parce que Dieu est esprit. Et pour pouvoir communiquer avec Dieu, c'est notre esprit en fait qui communique avec Dieu. Donc Dieu est esprit. Notre corps ne peut pas s'approcher de lui. Ok? Notre corps ne peut pas s'approcher de lui. Notre âme, notre corps, c'est ce qui est physique, c'est-à-dire le corps, c'est ce que nous voyons. L'homme a ces trois composantes-là, le corps, l'âme et l'esprit. Le corps, c'est la partie physique. Mais pourquoi c'est la partie physique? Et le corps a été constitué de quoi? À partir de la terre. Donc ne dites pas que moi là je suis tiré de la terre. Non, mon corps est tiré de la terre. Ok? Mais moi en tant qu'homme, je ne suis pas tiré de la terre. C'est une partie. Et c'est là en fait la source du problème, la source du conflit. Ok? Donc je suis tiré de la terre. Mon corps est tiré de la terre. Ça c'est la première chose. Donc la terre en fait a ses exigences. Mais pour pouvoir dominer sur la création, il fallait que je sois en partie de la création. Ou bien je me trompe. Pour pouvoir être tiré de la création, il faut que j'ai un lien avec la création. La terre, les eaux et ainsi de suite pour dominer là-dessus. C'est pourquoi même lorsque Jésus-Christ est venu, il a pris une apparence humaine. Ok? Et donc, le corps, c'est la partie physique pour communiquer avec tout ce qui est sur terre ici. Mais l'âme, c'est ce qu'on appelle le mental. Et c'est là, c'est dedans se trouve l'intelligence. Ok? Pour nous permettre d'apprécier. Pour nous permettre de juger. Pour nous permettre d'échanger, de communiquer. D'être inspiré. Et la troisième partie, l'esprit. Quand on dit lui là, c'est un génie, c'est 1% d'esprit. Et 99, l'esprit communique quelque chose juste à 1%. Lui donne la vision. Ok? Lorsque tu vois, je vais vous montrer un autre schéma. Lorsque tu vois celui qui est là, et puis tu lui dis quelque chose, ou bien l'esprit me parle, je te vois, comment on appelle ça, il y a 2 ans de cela, l'esprit me dit que tu avais fait ceci, tu avais fait cela, et que c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, voilà ce que tu vis. Alors que tu ne le connais pas, tu ne l'as jamais vu. Ça, ce n'est pas l'intelligence, c'est l'esprit. Mais l'intelligence, c'est tel que tu as mis l'ordinateur et tel que la table est. Quand je regarde, il y a un mauvais positionnement, c'est simplement un problème de physique. Ok? Et donc, si tu ne changes pas la position de l'ordinateur, parce que tous les appareils qui sont sur la table
sont de l'autre côté, la table risque de se renverser. Ça, c'est l'intelligence. Est-ce qu'on se comprend? Faites très bien la différence. On dit il faut savoir préparer. Tu prépares ta nourriture, ce n'est pas intéressant. C'est quoi? Excusez-moi, mais c'est un manque d'intelligence parce qu'une femme, c'est le minimum. Ok? Mais par contre, lorsque tu es là et puis tu dis, paf, j'ai une vision. Ça, c'est l'esprit qui te communique cela. C'est bon? Donc, quand on dit un homme, c'est un esprit qui a une âme et qui habite dans un corps. Mais dans quel but? Pour maximiser le potentiel qui est en lui. Pour réaliser quelque chose de précis. Lorsque Adam est venu et Adam avait compris cela, Adam il était nu avec Ève, ou bien je me trompe, c'est ce que l'histoire dit, non? Mais est-ce qu'il voyait en fait sa nudité? Il ne voyait pas sa nudité. Parce qu'il n'est pas né pour entretenir le corps. Ok? Il est né pour communiquer avec l'esprit. Il est né pour dominer. C'est lorsque il a péché, et nous sommes tous, comme on le dit, lorsqu'on n'est pas encore né de nouveau, le fruit de ce péché-là, c'est en ce moment-là qu'il a vu qu'il était nu. Ça veut dire quoi? Son intelligence a été corrompue pour ne plus voir les grandes choses, mais pour voir les petites choses. Et les petites choses-là, c'est ce qui est de la terre. L'habillement, la nourriture, et ainsi de suite. Les distractions, et ainsi de suite. Tout ce qui nous distrait, et ainsi de suite. Est-ce qu'on se comprend? Donc, vous devez comprendre que vous, en tant que votre potentiel, vous pouvez le maximiser, mais tout ce qui bloque le potentiel, ok, c'est parce que notre intelligence est distraite, est corrompue par tout ce qui n'a pas de valeur. Au point où le corps est tellement exigeant qu'on finit par servir le corps plutôt que le corps nous serve. Vous voyez, c'est un peu comme quelqu'un, plutôt que d'entretenir la voiture, de la rouler, de lui permettre de pouvoir sortir le maximum de potentiel, chaque matin il se lève. Alors que la voiture a un moteur pour aller à 300, 400 km/h, il passe tout son temps à laver la voiture. Qu'est-ce qu'il fait? Et il finit par tuer la voiture. Parce que la voiture ne respire pas. Il dit non, je ne vais pas rouler beaucoup, il ne faut pas ça se gâter. Ma voiture elle est trop mignonne. Il faut que je l'essuie. Demain il s'en va, il met couleur rouge derrière, couleur bleue devant. Est-ce que la voiture en a besoin? La voiture n'en a pas besoin. Le moteur qui est à l'intérieur là exige que tu puisses appuyer sur l'accélérateur pour qu'il respire. La voiture a été créée pour un but bien précis. Nous on confond l'usage de ce but-là. Donc à partir du moment où leur intelligence l'intelligence est corrompue, mais c'est fini. Plutôt que de travailler pour pouvoir développer notre potentiel, on travaille pour pouvoir entretenir le corps. Et la parole déclare que l'usage corporel est utile à très peu de choses. Si quelqu'un passe tout son temps à se laver, à manger, à dormir, qu'est-ce qu'il réalise? Rien, zéro. Ou bien je me trompe? C'est pourquoi en fait vous n'avez pas passé tout votre temps à entretenir. Vous êtes responsable du corps que vous êtes. J'en suis pleinement d'accord. Mais ce n'est pas ça votre but. Votre but ce n'est pas de manger, de dormir, ok, et d'entretenir le corps. Non, vous avez été créé pour plus que cela. Et ça vous devez le savoir. Donc lorsque votre intelligence est corrompue, vous ne voyez plus le potentiel à déployer. Mais vous contentez plutôt, vous repliez sur vous-même. Adam a commencé à chercher à s'habiller, à se cacher, et ainsi de suite. Et c'est ce que vous faites. Ok? Donc nous allons donc voir certaines dispositions, certaines méthodes, certaines techniques qu'on pourrait utiliser. Ok? Qui sont des techniques de discipline pour nous permettre de pouvoir nous libérer un peu des exigences du corps, parce que c'est de la distraction, pour maximiser le maximum de potentiel qui est en nous. Et ces vertus-là tiennent en 13 points. Et nous allons voir ces 13 points-là et je vais vous demander de noter. Et c'est un exercice. Vous allez les noter et je vais vous dire rapidement comment est-ce qu'on pourra les appliquer parce qu'on n'a pas assez de temps. Alors, la première chose, la première vertu que vous devez pouvoir cultiver, c'est la tempérance. Ou la sobriété. Comme je le disais, au risque de me répéter, ne mangez pas jusqu'au point d'être appesanti. Ne buvez pas jusqu'à ce que votre tête en soit affectée.
vous savez de qui je veux parler. Que ce soit de l'eau ou que ce soit de la boisson, de toutes les façons, il y a juste une façon de manger. Et c'est des techniques. Ok, vous vous levez le matin. Et c'est important. Il y a des choses auxquelles vous ne faites pas attention. Vous vous levez le matin. Le matin, mangez correctement. Ne vous privez pas de manger correctement. Pourquoi? Parce que quand vous vous levez, vous partez travailler la journée. Ou bien je me trompe? Vous partez déployer de l'énergie. Mais c'est en ce moment que la nourriture a besoin d'être dans votre corps pour vous aider à affronter les difficultés de la journée. Chez les Américains, on dit qu'ils ont un petit déjeuner de roi. C'est-à-dire qu'ils mangent correctement et ils se lèvent, ils s'en vont travailler. Mais nous ici, là, on fait le contraire. Matin, ventre vide, on court, on saute dans le bus. On descend du bus, on court pour être allé au bureau. Et ainsi de suite. Et le soir, on rentre. J'ai mal à la tête. Non, on dépend dans les médicaments. Non! Mais parce que ton corps est sous-alimenté, tu n'alimentes pas ton corps comme il se doit. Mais plutôt quand tu finis le soir où tu n'as plus rien à faire, où ton corps s'en va se coucher, où il ne travaille pas, où tu t'en vas dormir là. C'est là le gars, il va se gaver de foutou. À 22 heures. Et il dort son ventre ballonné dans le temps. Il dit non, je me suis levé là, mais vraiment il n'a pas son patron, je ne peux pas aller au boulot aujourd'hui, j'ai mal dormi. J'ai vu un bœuf noir qui me poursuivait, j'ai vu un génie. Joe. C'est de mauvaises habitudes. Ok? Donc il est important de pouvoir manger correctement. Mais ne pas manger n'importe comment. Parce que si vous ordonnez la nourriture, vous allez voir que vous faites des gains. Et vous tombez moins malade. Ça ne sert à rien d'aller s'asseoir dans un maquis, prendre une grosse bouteille de Valpierre, à déposer à côté une bouteille de bière, prendre un poulet entier, et puis tu manges jusqu'à... Excusez-moi, on avait reçu des amis à mon frère à la maison quand j'étais encore au collège, et je garde toute cette histoire. Et le gars m'a dit, lui là, c'est un bouffeur. Et quand il est venu, franchement, il nous a fait plaisir. Il a mangé jusqu'à ce qu'il pète tout. Ah ouais. Ah, il ne faut pas enregistrer ça. Ok? Et donc c'est important. Et la tempérance, vous pourrez voir aussi la tempérance dans d'autres domaines. Mais c'est des vertus que vous devez cultiver. Je vais aller un peu vite. Ensuite, le silence. La deuxième vertu. Les gens passent leur temps à bavarder. Ce qui est inutile, ils bavardent. Drogba a joué son but, il a marqué. C'est fini, il a encaissé ses milliards, il est chez lui. Toi, tu es chez toi à la maison. Hé, Drogba! Hé, Drogba! La maman de Drogba l'a fait bon enfant. Le papa de Drogba est ainsi de suite. Drogba, Joe, ton problème, il est où? Tu as fini de regarder le match, c'est fini, c'est bon. Mais c'est important, vous ne faites pas attention. Mais lorsque, et ça en fait, la nourriture en abondance, on mange tout à tout moment, on passe son temps à bavarder, on est distrait. Mais qu'est-ce qu'on fait? On a assouvi au désir du corps. Mais est-ce que notre objectif c'est de pouvoir nourrir toute la vie le corps? On n'est pas né pour le corps. On est né pour remplir 3 missions. Entretenir le corps. Ok? Ça c'est la première mission, mais c'est la moindre des missions. Mais déployer notre potentiel au travers de notre intelligence en restant en communion avec l'esprit. Voilà comment est-ce que ça fonctionne. Si tu appliques ça correctement, tout ce que tu fais, tu réussiras là-dedans. Parce que tu es focalisé sur l'essentiel. Ok? Bavardage inutile. Excusez-moi, dans le temps, on disait que c'était les femmes, mais maintenant même les hommes sont pires. Et donc ici, le sage nous dit, ne parlez que de ce qui peut être utile aux autres ou à vous-même. Évitez toute futile conversation. Ensuite, l'ordre. Ah, l'ordre. Vous imaginez que tout simplement parce que vous n'avez pas mis votre pièce d'identité là où vous devriez la mettre, vous allez la chercher pendant 1 heure de temps, vous voyez un peu le temps que vous perdez. Imaginez que la chambre ne soit pas rangée. Ça là, c'est nous tous. Imaginez que ton bureau ne soit pas ordonné. Ça là, c'est tout nous tous. Imaginez qu'il n'y a pas d'ordre. Mais Joe, à un moment donné, là, je me suis amusé à le faire. J'ai eu de mes servantes. Aïe, elle s'est fait plaisir. Et souvent, je laisse l'argent dans la poche. Elle s'est fait plaisir. Il laisse l'argent ici. Non, elle s'est fait plaisir. Mais tu es désordonné.
Ok? Et quand tu es désordonné, tu perds beaucoup. Alors que lorsque tu es ordonné, tout est rangé là où il faut, les gens vont te critiquer. Mais tu gagnes en temps, tu gagnes en efficacité. Ok? Tu es prompt à faire quelque chose parce que tu sais où ça est. Ensuite, la résolution. Prenez la résolution de faire ce que vous devez faire et exécutez ce que vous avez résolu de faire. C'est-à-dire que tu te lèves matin, tu dis je m'en vais au marché. Mais va au marché, tu es sur la route du marché, ta camarade te croise. Hé copine, il y a telle personne qui m'a parlé mal, je m'en vais régler ça. Allons, je t'accompagne. Non, les foutaises, ça ne pas laisser ça, allons-y. Mais tu pars au marché, non? Ok? Et c'est important. Lorsque quelqu'un n'est pas discipliné, ensuite l'économie. Et en parlant d'économie, c'est le travail. Ok? Si vous avez de la tempérance, vous êtes silencieux, c'est-à-dire vous ne dites que ce que vous devez dire. Vous êtes ordonné, vous êtes résolu, vous avez décidé de faire quelque chose, vous faites cette chose. Vous dégagez énormément de temps pour maximiser pendant vos heures de boulot officielles ce que vous devez faire. Et lorsque l'heure de boulot arrive, peut-être même avant l'heure, vous avez déjà fini. Et comme tout est ordonné à la maison, vous dégagez suffisamment de temps pour pouvoir faire encore autre chose. Et vous êtes doublement efficace. Et lorsque vous avez des dépenses à faire, vous ne dépensez pas n'importe comment. Vous ne payez que ce qui est utile. Ok? Vous ne payez que ce qui est utile. Mais vous voyez des personnes, il a 3 paires de lunettes lui seul. Même peut-être même 4. Et c'est les femmes souvent. Pour la même pommade, elle a au moins 5 à 6. C'est-à-dire elle a L'Oréal, et puis il y a quelle autre marque encore? Beaujolais, et puis il y a quoi encore? Bon, je ne vais pas trop en parler, ma femme est derrière mes regards. Ok? Donc ne gaspillez pas. C'est important. Souvent il y a des choses on achète et puis on se rend compte qu'en réalité on n'en a pas besoin. Donc il faut faire des achats ciblés. Et lorsque tu fais des achats ciblés, tu te rends compte que tu dégages énormément pour pouvoir faire face à autre chose parce que tu es ordonné. Mais lorsque tu n'es pas ordonné, tu as 100 000 francs dans ta poche et puis tu réfléchis. Ah, mais je devais faire quoi avec? Et puis je rentre dans le supermarché et puis je paye. Maintenant quand je ressors, ah, c'est toi qu'on fait ça là. Et puis je m'en vais faire des gymnastiques et finalement je ne me retrouve pas dans mes calculs. Ou bien je me trompe? C'est bien ça, non? D'accord. Donc, lorsque tu dégages comme cela suffisamment d'argent et autres, tu es ordonné, tu sais quoi faire de ton argent. La troisième vertu qu'il faut cultiver, c'est le travail. Donc, mettre de côté la procrastination. C'est-à-dire remettre à demain ce qu'on peut faire aujourd'hui. Donc, vous ne perdez pas le temps. Vous êtes toujours occupé à quelque chose. On dit que l'oisiveté est mère de toutes les vices. Ok? Donc, vous vous donnez des occupations. Si vous vous rendez compte que votre boulot classique vous donne trop de liberté, mais cherchez votre boulot pour le compléter, qui va vous occuper. Parce que lorsque vous êtes ordonné, lorsque vous suivez ces principes, vous avez des vertus, vous réalisez beaucoup plus, vous maximisez en fait votre potentiel. Ensuite, la sincérité. Et c'est le gros problème. Ce qu'il faut savoir, c'est que vous voulez le développement, vous voulez réussir. Mais dites-moi, qui va donner son argent à garder à quelqu'un qui est malhonnête? Et vous ne comprenez pas que tout le monde va déposer son argent en Suisse. Mais c'est parce qu'ils ont développé un niveau d'éthique très élevé. Mais qui va venir déposer? Quel blanc qui va venir garder son argent en Afrique si ce n'est pas pour blanchir? Ok? Et vous voulez, souvent vous ne comprenez pas, il y a certains pays où on ne peut pas développer la haute technologie. Mais on ne peut pas développer la haute technologie dans ces pays-là parce que les habitants de ces pays-là ne sont pas intègres, ils ne sont pas sincères, ils sont corrompus. Alors que fabriquer une voiture de très grande marque, ça demande une technologie de haute précision et ça demande en fait des hommes intègres. On te confie une voiture à fabriquer, tu n'es pas sincère, tu n'es pas correct. Le dosage des matériaux là ne se font pas correctement. Le gars en train de rouler sur l'autoroute, le pneu va ici, le capot va là, tu te retrouves vers le volant. Non, je suis désolé. Ok? La modération. Donc évitez les extrêmes, pardonnez les injures, autant que vous pensez qu'elles méritent le pardon. La parole de Dieu déclare, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous. Ou bien je me trompe? Ensuite, la propreté, ça va vous éviter beaucoup de maladies.
vos habits, et ainsi de suite. Il y a des personnes, souvent, tu as envie de leur faire, ah, vraiment, bisous, bisous, l'odeur qui te tape là la prochaine fois. Mais quand tu t'en vas chez lui, lui rendre des visites, avant de venir, s'il doit venir, tu l'appelles, tu dis, je viens avec quelle personne, tu es ici, je viens. Quand on vient s'asseoir dans ton salon, quand on va venir, on va boire dans les verres, on va boire ainsi de suite, parce que tu sais que là-bas, là, c'est la crasse. Ok? Ensuite, la tranquillité. Ne vous laissez pas abattre par des bagatelles ou par des accidents ordinaires et inévitables de la vie. Ça, c'est important. Le 12e point, mais je ne serai pas trop long là-dessus, mais c'est un point qui est très important parce qu'il y a un tableau qu'on doit aborder, il me reste plus assez de temps. Je vais demander la clémence des organisateurs pour avoir au moins 5 minutes en plus. Voilà. La chasteté. Vous savez, ce que le véritable tueur de géants, c'est le manque de chasteté. C'est l'incontinence. Ok? Et c'est vraiment important. À cela, Benjamin Franklin dit, livrez-vous rarement au plaisir de l'amour. N'en usez que pour votre santé ou pour avoir des enfants. Jamais au point de vous abrutir ou de perdre vos forces et jusqu'à nuire au repos et à la réputation de vous ou des autres. Joe, un conseil. Bon, ça là, c'est un véritable problème. Il ne suffit pas de dire simplement à la personne il faut faire, il ne faut pas faire. Il faut que la personne sache pourquoi est-ce qu'elle ne doit pas faire. Et ça fait l'objet d'un enseignement parce que j'ai lu un livre là-dessus et les gars, c'est costaud. Mais la seule chose, le résumé de ce livre-là que je peux vous donner, autant que ça dépend de vous, consacrez-vous à votre femme. Femme, autant que ça dépend de vous, si vous voulez, soyez la prostituée de votre mari. Point, ça suffit. Ok? C'est important. Parce que pratiquement tous ceux qui ont été détrônés, vous prenez Salomon, avec toute sa sagesse là, il a été détrôné par une femme. Vous prenez David, avec toute sa grandeur, il a été détrôné par une femme. Vous prenez tout près à côté de nous, vous prenez DSK. Pour être détrôné, c'est par une femme qu'ils sont passés. Et vous prenez beaucoup de personnes pour les détrôner, c'est quoi? C'est la femme. Ou bien je me trompe? Et c'est un véritable problème. Lorsque vous lisez Deutéronome 18, la Bible dit malheur à un homme qui couche avec un homme comme on couche à une femme. Et tellement les gens pervertissent les relations, voilà là où on s'en va. Ok? Il y a des règles en la matière. Et c'est tout cela qui fait partie de la discipline. Est-ce que vous pouvez rapprocher un peu le tableau? Organisateur, rapprochez le tableau. Donc, et la dernière vertu, c'est l'humilité. Alors, lorsque vous avez toutes ces vertus-là, il ne suffit pas, on va vous donner une méthode, il ne suffit pas simplement de dire, voilà, je dois avoir de la tempérance et ainsi de suite. Non. Ok? Benjamin Franklin a fait un tableau sur ces vertus-là. Et il a fait un tableau, il est parti de ceci, il dit, quand on est en train de nettoyer une maison et qu'on va l'essuyer, on ne balaie pas et puis on ne suit pas en même temps. On balaie d'abord, ensuite on essuie, ok, une première fois avec de l'eau, et ensuite on prend le chiffon sec, et puis on vient sécher le coin. Ou bien je me trompe. Et après, on met les tables, les chaises, après on met les couverts, après on met la nourriture et autres. Donc pendant qu'on est en train d'essuyer, la table attend. Pendant qu'on est en train de mettre les couverts, la nourriture attend. Ok? Pendant qu'on met la nourriture, ceux qui doivent manger attendent. Ou bien je me trompe. Donc chaque chose en son temps. Il n'y a pas de problème. Et donc ces vertus-là, comme on ne peut pas les appliquer toutes en même temps, ce qui a été proposé, puisqu'elles sont 13, ces 13 vertus-là, vous les divisez, vous utilisez, vous décidez d'appliquer une vertu par jour. Ok? Pardon, une vertu par semaine. Alors, ok? Donc, vous avez le tableau qui est là comme ça. Alors, vous décidez semaine 1. Ok? Vous avez décidé cette semaine-là, donc on commence par la première vertu qui est la tempérance.
Ok? Et ce que la semaine 2, vous changez de vertu et c'est le silence. On n'a pas dit pendant cette semaine, il ne faut pas parler avec quelqu'un. Non. Mais le bavardage inutile, tu le mets de côté. Donc si tu te rends compte que le dimanche, après l'église, vous avez fini de prier, le pasteur a fini, vous avez des réunions et autres, c'est terminé. Mais soit tu rentres chez toi, mais tu retournes dans le temple, tu pries. Tu es resté là, bavardé inutilement jusqu'en sur la route, tu as bavardé jusqu'en arrivé à la maison, tu as bavardé jusqu'en jour, tu as échoué. Si tu n'as rien à faire, il faut lire. Ok? Il faut entretenir ton intelligence. Donc tu mentionnes. Et vous allez vous rendre compte qu'au bout de 13 semaines, vous avez parcouru les 13 vertus. C'est bien ça? Au bout de 13 semaines, vous avez parcouru les 13 vertus. Ok? Mais dans l'armée, vous pouvez faire ça combien de fois? Vous pouvez faire ça 4 fois. Ok? Pour que ça devienne une habitude solide en vous, prenez l'exemple de celui qui apprend le karaté. La première année, les 3 premières années, il se débrouille 4-5 ans, il devient véritable maître. Même si après ça, il ne fait pas chaque jour des entraînements, il a ça dans son corps. Il ne faut pas t'amuser à le provoquer. Mais s'il a appris peut-être 2 jours, 3 jours, il a arrêté, il revient 2 mois, 3 mois, il est inconstant là-dedans, il fera ça pendant 10 ans, il n'apprendra rien. Mais vous le faites rigoureusement sur 2 ans, sur 3 ans, et puis après vous n'avez plus besoin de ce tableau-là, vous avez ancré cette vertu en vous. Ok? Et donc c'est chaque jour, vous faites le point, le bilan là-dessus. Et vous vous rendez compte que vous devenez vraiment efficace. Vous mettez tout ce qui est utile parce qu'en appliquant toutes ces vertus-là, vous allez vous rendre compte que vous dégagez du temps, vous êtes en bonne santé, votre potentiel il est immense. Et parce que le potentiel il est immense, vous avez enlevé tout ce qui vous empêche de le déployer. Vous vous retrouvez seul à entretenir rien que votre intelligence dans votre âme. Ok? Et vous êtes connecté directement, votre esprit est connecté à sa source. À partir du moment où l'esprit est connecté à sa source, imagine, il n'y a pas d'obstacle. Tout est dégagé. Qu'est-ce qui se passe? C'est un peu comme si vous allez faire la vidange de votre voiture. Imaginez, vous prenez l'autoroute. Aïe, une voiture qui a un moteur V8. Vous avez tout dégagé. Vous partez où avec? Vous pouvez faire Abidjan, Korogo. En moins d'1 heure, c'est possible. S'il n'y a pas ni de route sur la route. Ok? Donc voilà un peu ce tableau-là que je vous laisse en héritage. Vous pouvez le refaire. Vous avez noté tout, vous pouvez le refaire chez vous. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'une fois que vous avez effectivement enlevé de votre quotidien tout ce qui vous distrait, c'est-à-dire tout ce qui vous tire vers le bas, vous avez du temps. Vous êtes lucide. Vous comprenez que vous ne répondez plus, vous n'êtes plus, comme on appelle, l'esclave de votre corps. Ok? Mais vous êtes né, vous avez un potentiel et vous avez les moyens pour déployer ce potentiel-là. Je vous jure qu'à partir de là, tout ce que vous aurez comme rêve, tout ce que vous aurez comme inspiration, vous avez la force de pouvoir réaliser cela. Tout ce que vos yeux vont voir, vous pourrez le réaliser. Mais sinon, en dehors de ça, vous vous fatiguez. Vous allez faire les meilleurs séminaires. Ça ne va pas quelque part parce que vous n'êtes pas discipliné. Ok? Parce que vous n'êtes pas discipliné. En tout cas, je me dis que ça pourra vous aider. Le résumé, c'est quoi? C'est l'identité, c'est le potentiel. Et pour pouvoir le maximiser, c'est dans la discipline. Ok? Vous pourrez faire toutes les recherches parce que le plus important, ce n'est pas d'être assis ici. C'est lorsque vous sortirez d'ici, qu'est-ce que vous allez faire de ce que vous avez reçu ici? J'ai été heureux de partager ce moment-là avec vous. En tout cas, merci à tous et très bonne formation. Merci. Bien, merci. Et l'année passée, à la même époque, on avait suivi une formation de ce genre. Et depuis là, mon époux et moi, on a démissionné, on a lancé notre propre affaire qui marche très bien. Et c'est pour en fait consolider ces acquis que nous sommes là pour suivre cette formation. Merci beaucoup. Ok. Merci, très chers invités, très chers convives.
voulais savoir un peu comment ça se passe, comment est-ce que vous avez eu vent de ce très long séminaire, de cette première session. Beaucoup de choses ont été dites. Seulement ce que je retiens, c'est que vous attendez beaucoup de ce séminaire et c'est une bonne chose. Sachez que vous aurez réponse à toutes vos questions. Ça, c'est déjà la première garantie que je peux vous donner. Aussi, ce que je peux vous donner comme information, c'est que ce n'est que la première partie, ce n'est que le début d'une très longue série. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un séminaire de formation, mais il y aura encore des... On va vous passer d'autres informations visant à vous prendre de façon individuelle. Donc, pour ceux qui attendent des choses assez précises, donc des expériences assez concrètes, qui attendent des méthodes, des pratiques, on va voir dans quelle mesure on peut prendre chacun individuellement et puis aider cette personne-là à se développer et à réussir dans la vie. Donc c'est un très long voyage que nous venons de commencer aujourd'hui. Nous sommes très heureux de vous avoir. Nous estimons que vous êtes la crème des personnes ambitieuses d'Abidjan. Parce que d'abord ça commence par Abidjan. Et nous espérons vraiment que vous repartirez avec beaucoup d'arguments pour votre network, beaucoup de mots, d'expériences, de faits assez concrets. Sachez que pour toutes vos attentes, vous pourrez obtenir ici, à côté de cette grande structure qui est QSARL, assez d'éléments pratiques, techniques, pour vous permettre d'atteindre chacun vos objectifs. Je suis networker à QNet. De manière ce business, je le fais en plein temps. Il faut dire que je suis quelqu'un qui rêve de devenir riche dans la vie. Étant donné que l'argent est une énergie, j'ai entendu parler de ce monsieur parce que je ne veux pas avoir l'argent, mais ne pas savoir utiliser cet argent. Bon, dans la vie actuelle, j'ai des exemples autour de moi. Ça fait que j'avais peur de l'argent. Quand on parlait de devenir riche, quand je vois l'argent, j'ai peur. Donc je suis à ce séminaire-là. Donc vraiment, pour que j'apprenne plus, afin que je puisse maintenir ma richesse que j'aurai demain, pouvoir aider les autres. Et aussi, j'aime beaucoup les formations de développement personnel. Parce que plusieurs fois, j'écoute les audios des personnes comme Ivan Cassano et autres. Aujourd'hui, grâce à mon grand frère Théodore Kamena, j'ai entendu parler de ce monsieur Raoul Wafo qui enseigne beaucoup sur la vie actuelle. Par exemple, laquelle je suis là. Merci. Je suis étudiante networker. En fait, j'attends beaucoup du révérend. Parce que c'est grâce à QNet que je l'ai connu. Moi, je l'ai vu sur le net. Donc, j'aimerais savoir comment pratiquer la pensée pour être riche. En tout cas, dans toutes les affaires. Parce que je rêve d'être une grande dame d'affaires. Parce que je vais travailler pour moi-même. D'accord. Bonsoir, monsieur, dame. Moi, c'est Nathalie Da. Ce soir, là, si je suis là pour cette formation-là, c'est parce que je rêve d'être milliardaire demain. Pour être milliardaire, il faut frotter les personnes qui sont déjà milliardaires. Et ce monsieur, je sais que c'est un milliardaire. Et il y a des principes aussi dans la vie pour suivre. Donc il va venir nous donner sa connaissance. Je vais apprendre là-dedans. Et puis ça va me transformer pour que je puisse avoir mes milliards. Et voilà, je suis là ce soir. Merci. Je me nomme Michael Swassi et je tenais à vous souhaiter la bonne arrivée à ce séminaire de formation. Alors, d'entrée de jeu, j'aimerais vous remercier, mais surtout vous féliciter pour avoir choisi de venir à ce séminaire de formation qui, nous l'espérons à coup sûr, va vous permettre de marquer l'histoire. Non seulement votre histoire, mais l'histoire de votre famille et aussi l'histoire de votre entourage. Il faudra, n'est-ce pas, au retour dans vos différentes maisons, marquer ce jour d'une pierre blanche. Parce que je sais que quelque chose va se passer aujourd'hui. D'accord? Mais il faudrait que vous soyez disposés. Disposés à recevoir tout ce qui va se passer ce soir. Disposés à recevoir tous les principes qui vont vous être donnés ce soir. Afin, n'est-ce pas, de pouvoir utiliser le meilleur pour pouvoir devenir la meilleure personne, la personne que vous souhaitez. C'est pour ça que nous sommes là ce soir. C'est vrai que nous attendons tous le révérend Raoul Wafo, mais bien avant lui, il y a des personnes qui vont passer, des personnes qui ont compris, n'est-ce pas, que le développement personnel est quelque chose qui, n'est-ce pas, peut permettre à tout un chacun de pouvoir utiliser son potentiel pour pouvoir
devenir la personne, comme je disais tout à l'heure, la personne qu'elle souhaite devenir. Donc, véritablement, vous devez être disposé. Il faudrait être concentré sur tout ce qui va se faire ce soir. Il y a Yvonne qui disait tout à l'heure que si éventuellement vous avez un besoin, vous n'avez juste qu'à lever la main et quelqu'un va venir vers vous. Je souhaiterais aussi vous demander de faire l'effort de ne pas vous lever. Donc vous allez attendre que les intervenants finissent leur temps de passage et ensuite vous allez pouvoir peut-être lever la main et on va vous indiquer ce qu'il y a lieu de faire par rapport à votre besoin. Je souhaiterais aussi que vous mettez vos téléphones sous silence ou bien même que vous le fermez parce que vous comprendrez que les différentes personnes qui vont passer ici ont quelque chose à nous donner. Et si pendant leur intervention, vos téléphones se mettent à sonner, ça ne serait pas vraiment intéressant. Je disais tout à l'heure. Alors, monsieur, dame, bonsoir. Bonsoir. Soyez les bienvenus. N'est-ce pas, puisse Dieu vous aider, sinon aider tout le monde, nous aider à véritablement maîtriser ce qui va se passer aujourd'hui là, pour la suite de notre vie sur terre. Bien, je me réjouis quand même aujourd'hui d'être là, sincèrement, parce que moi j'en veux sincèrement à la vie. La vie m'a donné beaucoup de coups. Et ça fait vraiment mal de voir nous, notre Afrique, dans cet état-là, quand on sait qu'en ce qui concerne les ressources naturelles, nous en disposons, les ressources humaines, nous en disposons, mais qu'est-ce qui manque pour que l'Afrique décolle? Alors quand j'étais en seconde, je crois que j'ai rencontré une phrase qui m'a mis quelque chose à l'oreille. Mais comme j'étais encore bien jeune, en fait ça m'a mis en colère. C'est aujourd'hui que je comprends beaucoup de choses. Je devais faire un exposé en économie et on m'a prêté un document. La première phrase que j'ai vue dans ce document-là, c'était « Le développement, il est d'abord culturel. Voilà pourquoi l'Afrique est en retard. » Alors, de quelle culture parlons-nous? Est-ce que c'est ce qu'on fait chez nous au village? Ou bien il y a une autre culture? Et maintenant, quand on a grandi, nous nous sommes rendus compte qu'en réalité, ce n'est pas des graines qu'il faut planter, ce n'est pas des arbres qu'il faut planter, mais c'est des hommes qu'il faut former, c'est des hommes qu'il faut enseigner, afin, n'est-ce pas, de pouvoir avoir un continent qui peut vraiment grandir. Et donc, quand on était à l'œuvre, nous nous sommes rendus bien compte que les pays développés, ça fait plus de 100 ans qu'ils ont ces pratiques-là. Ça fait plus de 100 ans qu'ils enseignent leur population de la sorte. Et donc, pourquoi pas nous? Et donc, par la vision d'un grand monsieur qui est avec nous, nous avons pu mettre sur pied QESARL. Alors, QESARL, c'est quoi? QESARL, c'est une entreprise, une SARL, société à responsabilité limitée, des droits ivoiriens, d'accord? Des droits ivoiriens, et donc qui va, n'est-ce pas, se mettre entre le développement, disons le continent, et la population. Donc le continent, il va falloir utiliser certaines choses, le développement est là, comment est-ce qu'on va l'envoyer vers les populations? Et donc il va falloir passer par une certaine éducation. Et donc nous, la plus grande vision que QE puisse avoir, c'est d'aider véritablement la population ivoirienne, la population africaine, à prendre véritablement conscience du potentiel énorme, un potentiel intellectuel, humain, dont elle dispose pour se mettre au travail et permettre le développement réel de notre continent. C'est à ce seul prix-là qu'on va y arriver. Mais comment ça peut se faire? Et donc nous allons le faire au travers, n'est-ce pas, de séminaires de formation comme celui-ci. Des séminaires éclatés pour que chacun puisse apprendre. Nous allons le faire au travers de coaching. Le coaching, c'est quelque chose qui est en train de véritablement prendre la Côte d'Ivoire, disons. Les pays anglophones le pratiquent il y a bien longtemps. Si vous avez remarqué, l'esprit des pays anglophones, c'est différent de nous. Ils ont plus tendance, si on veut dire, à se battre d'avoir certaines dispositions tendant vers la prospérité. Et donc, nous aussi, il faut qu'on puisse arriver là. D'accord? Et c'est l'un des rôles
QE. Alors, il faut aussi pouvoir passer par des bootcamps pour leadership. Alors, c'est quoi un bootcamp? Le bootcamp, ce sont des camps de formation. C'est des camps de formation qui vont permettre à l'individu de pouvoir allier jeu, sport et le fait intellectuel. Et donc ça se pratique déjà au niveau des enfants. Parce que nous savons que pour nous qui avons un certain âge, formater, notre tête l'emploi, ce n'est pas vraiment aisé. Mais si on commence par la base, commence à enseigner les enfants de la sorte, on va se dire que d'ici 5 ans, d'ici 10, 15, 20 ans, l'Afrique va avoir des véritables leaders demain. D'accord? Donc voici pourquoi nous voulons commencer là. Donc il y aura des bouquins pour jeunes, pour enfants, pour adultes. Tout le monde aura son compte. Pour que d'ici 15-20 ans, l'Afrique puisse véritablement avoir des leaders. Donc ce que nous faisons aujourd'hui, il est vrai, on a commencé dans une petite salle, comme Dieu a l'humilité de toujours commencer petit, ce qui est dans l'intention de rendre grand. Nous savons qu'aujourd'hui, c'est une page de l'histoire qui est en train de se créer. Donc tout à l'heure, vous voyez les photographes, prenez beaucoup de photos. Pour dire que ce jour-là, au commencement, j'étais là. D'accord? Donc Dieu a des ambitions, Dieu a véritablement une vision, pas seulement pour la Côte d'Ivoire, mais pour toute l'Afrique. Et donc ce sont nous, nos enfants, qui allons n'est-ce pas bénéficier de cela. Donc quand vous voyez les images, c'est juste comment est-ce que les enfants apprennent à devenir des grands leaders demain. On est d'accord? Bien. Donc c'était une prière vraiment.